Merci d'être resté avec nous. Maladie des os de verre, de l'homme de pierre ou syndrome de Love, on dénombre 8000 maladies rares dans le monde, des maladies dites orphelines, parce que délaissées par la recherche médicale. Conséquence, peu de connaissances sur ces maladies, pas de traitement et de grosses difficultés pour obtenir un diagnostic. Alors, prise individuellement, chacune de ces maladies rares touche très peu de personnes et pourtant, si on additionne toutes ces maladies, 4 millions de personnes sont touchées, d'où un sentiment d'injustice fort pour ceux et celles qui en sont victimes face à l'impuissance des médecins. Alors, où trouver de l'information? Être atteint d'une maladie orpheline signifie-t-il pour autant qu'aucun traitement n'est envisageable? Comment améliorer cette situation? Benoît, nous avons deux invités EES sur ce plateau. Tout à fait. Le docteur Célia Crétol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien pédiatre digestif à l'hôpital Necker Enfants Malades et responsable dans cet hôpital du centre de référence maladies rares, malformations anorectales. Je suis allé jusqu'au bout. Et à côté de vous, Olivia Dicla, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des maladies orphelines et aujourd'hui la FMO lance d'ailleurs une campagne d'information pour que le gouvernement poursuive l'effort budgétaire spécifique en direction de la recherche sur les maladies orphelines parce que la fin du plan maladies rares est annoncée pour décembre 2008. Pour les questions, Benoît. Pour les questions, c'est comme d'habitude au 41 555 code MS ou www.france5.fr. Les questions sont arrivées déjà très nombreuses, elles sont souvent très précises. Évidemment, nos invités ne connaissent pas forcément les 8000 maladies rares dont vous a parlé il y a un instant. Et puis on ne fera pas de consultation, bien sûr, ce sera de manière générale. On va répondre souvent de façon plus générale à vos questions. Alors, il faut savoir aussi qu'en moyenne, 5 nouvelles maladies dites orphelines sont décrites chaque semaine dans la littérature scientifique. Le terme maladie rare, maladie orpheline fait peur et derrière la difficulté à catégoriser ces maladies se cache une réalité multiple et complexe. Un début d'explication, Cécile Guerrier et Olivier Berry. Il existe environ 8000 maladies orphelines selon l'Organisation mondiale de la santé. En Europe, le seuil admis pour qualifier une maladie rare est d'une personne atteinte sur 2000. Des milliers de personnes sont touchées, mais la plupart de ces maladies ne concernent chacune qu'une centaine de patients, voire encore moins. Cette rareté entraîne de grosses difficultés pour les malades et leurs familles. Ils errent souvent de spécialiste en spécialiste avant que le diagnostic ne soit posé et doivent ensuite assurer les soins quotidiens dans un grand isolement. Même si on s'intéresse de plus en plus au sujet depuis quelques années, pour les maladies les plus rares, il n'existe ni traitement, ni recherche en cours pour le trouver. Ce ne serait pas rentable pour l'industrie pharmaceutique de développer de tels médicaments dont les ventes seraient trop faibles pour compenser le coût de telles recherches. Des associations jouent un grand rôle dans ce domaine et luttent contre cette fatalité pour améliorer le quotidien des malades et pour promouvoir la mise au point de ces médicaments dits orphelins. Alors, docteur Crétol, un téléspectateur nous dit « J'ai 25 ans, on vient de me trouver la maladie de Tarlov », donc on ne va pas parler de chaque maladie, mais il nous dit « C'est une maladie rare, quelle différence avec une maladie orpheline ?» On a l'impression que les maladies orphelines sont celles pour lesquelles on n'a aucun traitement. Une maladie rare, c'est pareil, mais avec traitement. Il y a une nuance ou pas? Il y a une nuance, enfin, je parlerai sous le contrôle d'Olivia également, mais effectivement, maladie rare, c'est comme on l'a vu dans la petite annonce, c'est une définition, moins de 1 cas sur 2000, la population générale. Orpheline amène, je dirais, un côté encore plus rare dans la maladie rare, c'est-à-dire l'absence de traitement, l'absence totale de prise en charge. Ça, dans l'absolu, on va dire que c'est la même chose, mais je dois dire qu'orphelin parle, je crois que ça parle encore plus et ça dit bien ce que ça veut dire, absence totale de prise en charge. Mais la Fédération des maladies orphelines regroupe les maladies rares et les maladies orphelines? Oui, nous, on prend essentiellement en cause le manque d'action autour de ces maladies. Donc parfois, c'est des maladies relativement fréquentes en termes de quantité. Je pense à la fibromyalgie, je pense à des maladies qui sont orphelines dans certains pays de traitement, des formes d'hépatite C. Le sida, dans son temps, a pu être orphelin. Et puis est sorti de ça. Donc on parle vraiment de maladies délaissées et un peu moins en termes de quantité, même si pour la plupart... La Fédération des maladies orphelines, c'est une centaine d'associations. La plupart sont des maladies effectivement rares. Alors il y a aussi parfois une autre confusion, c'est l'absence de diagnostic et le fait que ce soit une maladie rare. Et là on nous pose la question, après 5 ans d'examens médicaux, tous les tests, donc sans résultat, est-ce qu'on peut supposer qu'on est atteint d'une maladie orpheline? Donc encore inconnu. C'est possible ça ou pas? Oui, bien sûr. L'errance diagnostique dans les maladies orphelines, on a des chiffres très clairs, des études prouvées.
pour certaines maladies, 10-20 ans d'errance. Le tout, c'est d'être bien orienté dans le système de soins et de tomber sur les bonnes personnes. C'est ce qu'avec le plan Maladies Rares, on a essayé d'organiser. On a monté des centres de référence qui sont justement à même de poser des diagnostics, mais encore faut-il avoir la clé d'entrée, trouver le bon symptôme. Parce qu'il y a un double problème quand même avec ces maladies orphelines, c'est qu'effectivement on peut traîner pendant 15 ans parce que c'est une maladie qui touche 15 personnes dans le monde, c'est pas facile d'y penser, puis il y a des maladies qu'on ne connaît pas encore dans les maladies rares. Exactement. Et Donc d'ailleurs, c'est pas forcément la faute, je veux dire, la responsabilité des médecins de ne pas avoir trouvé. Exactement, ça reste des cas isolés. C'était le thème d'ailleurs du Téléthon, pas de cette année, mais de l'année dernière. Je crois qu'on parlait beaucoup d'errance diagnostique, parce que les familles disaient, oui, mais le médecin nous a traîné pendant, le médecin généraliste, sous-entendu, nous a traîné pendant des années avec un symptôme qu'il n'arrivait pas à étiqueter. Alors, c'est compliqué finalement. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux médecins généralistes de connaître toutes les maladies, et encore moins les 8000 rares. Non, ce qu'on essaye de leur enseigner à ces médecins, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la pédagogie du doute. C'est-à-dire tel et tel symptôme, c'est bizarre, on ne voit pas ça d'habitude, il y a peut-être une maladie orpheline derrière. Et derrière, d'orienter vers des archi-spécialistes. Oui, je crois que ce qui est important, c'est que chaque médecin, pour les médecins généralistes, connaissent leurs limites et passent la main. Voilà, qu'ils sachent rapidement, c'est tant est qu'on puisse être rapide, mais au moins, quand ils voient qu'ils sont dépassés, on a quand même, je pense, quand on a une certaine pratique, on sent qu'il se passe quelque chose qu'on comprend pas. Quelque chose qu'on connaît, oui. Et c'est l'important, je pense, des centres de référence, mais comme tu dis, il faut la clé d'entrée, mais une fois qu'on l'a, de pouvoir quand même passer la main au centre qui va la clé d'entrée, c'est le symptôme qui pose problème. Le symptôme qui pose problème ou l'association de symptômes qui évoque rien. Alors, de façon très concrète, justement, mon fils de 15 ans souffre de la maladie de Gilbert, qui toucherait 5% de la population. Qui consulter pour le soigner? Un rappel sur ce qu'est la maladie de Gilbert, déjà. Maladie de Gilbert, c'est effectivement un trouble de la conjugaison, on va dire, du liquide biliaire, enfin de la bile. De la bile, voilà, pardon, merci. Effectivement, qui est fréquente. Moi, j'irais voir un gastro-entérologue, tout simplement. A priori, ils connaissent tous cette maladie? Oui. D'accord. Oui. Même les chirurgiens 5% connaissent. Donc, si les chirurgiens connaissent. Oui, ça ne se perd pas. Donc, et pourtant, oui, c'est une maladie. Vous lisez alors? J'ai appris. C'est incroyable, c'est bien ça. Mais quand une maladie est plus rare que ça et qu'elle est diagnostiquée, c'est forcément qu'on a fait le passage par un centre de référence? Non, les centres de référence existent depuis 4 ans, ou 3 ans exactement. Donc heureusement, on a diagnostiqué avant. Puis le centre de référence qu'il a peut-être apporté, c'est des diagnostics différentiels. C'est-à-dire, c'est pas exactement ce type de maladie, c'est la voisine. Ça ne sert pas encore. Ça sert à affiner le diagnostic. Ça sert à affiner le diagnostic. Mais, et puis il faut penser à l'errance de toutes ces familles, ce qu'elles vivent, ce que ça signifie de ne pas avoir de nom sur sa maladie. Souvent, on les accuse de peut-être exagérer. Les mères, on les taxe d'hystériques, enfin, quand elles ont un nom sur la maladie. Puis en plus, il y a des histoires mais vraiment monstrueuses. Il y a des gens à qui on annonce des diagnostics terribles, mais peu importe, ils sont soulagés d'avoir enfin un nom, parce que ce nom, il va ouvrir la voie à un pronostic, évidemment. Il ne faut pas se voiler la face et à une prise en charge. Les familles touchées par la même maladie, ça permet d'échanger les expériences. Tout à fait. D'une part ça, en plus dans une maladie, nos maladies sont essentiellement génétiques, 80% d'entre elles. Donc en l'absence de diagnostic, il y a des enfants qui naissent, on n'est pas sûr, on en fait d'autres. Il y a toutes ces histoires derrière. Et puis c'est vrai qu'ensuite, enfin, quand on retrouve les premières familles, moi j'ai connu ça, on a enfin de la visibilité sur l'avenir de son enfant. Je suis atteint d'une maladie rare et je ne trouve pas de centre spécialisé. En existe-t-il pour toutes les maladies? En théorie, oui. Je parlais des centres de référence. Théoriquement, on a fait en sorte, enfin le ministère a fait en sorte que ça brosse justement l'ensemble des grands groupes de maladies. Et certains qu'on n'a pas, peut-être les 7000 maladies représentées, mais... Alors, la réalité, je vais un petit peu pondérer ce que tu dis, excuse-moi, je bondis. La réalité, c'est que ces centres accueillent un nombre variable de maladies et pour certains d'entre eux, un nombre très important de maladies. Donc bien évidemment, ils ne se consacrent pas, ils n'offrent pas la même qualité de prise en charge pour toutes ces maladies. Et ça a pour le moment un peu créé des mieux lotis que d'autres à l'intérieur de nos maladies. Des gens qui ont la chance de tomber sur des médecins comme toi, d'autres... voilà, une qualité de prise en charge inégale à l'heure actuelle. Et ça fait partie des choses qu'on aimerait bien harmoniser et perfectionner.
Benoît. Je vous propose de regarder déjà un premier reportage celui d'une famille dont la petite fille souffre d'une maladie rare. Audrey a aujourd'hui 9 ans. Après une occlusion intestinale à l'âge de 1 mois, une opération des intestins de 11 heures et plusieurs mois passés en réanimation, elle continue à souffrir d'importants dysfonctionnements des intestins. À l'âge de 18 mois, le diagnostic est tombé. La petite fille souffre d'une pseudo-obstruction intestinale chronique qu'on appelle une POAC. C'est un témoignage recueilli par Karine El-Koubi et Damien Saugue. Le diagnostic de la pathologie d'Audrey, de la pseudo-obstruction intestinale chronique, a été fait à l'âge de 18 mois. Le médecin est rentré, ça s'oublie pas, hein, il est rentré dans la chambre d'Audrey. Elle m'a regardé, m'a dit, Mme Guedin, aujourd'hui, voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Il a fallu que je rentre pour le dire à mon mari. Et vous pensez, vous vous demandez ce qui vous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'avez pas posé les bonnes questions parce que le médecin, elle vous annonce quelque chose de terrible et vous ne pouvez pas à ce moment-là lui dire mais est-ce qu'on vit longtemps? Est-ce qu'on... Enfin voilà. Moi, j'ai cherché à rencontrer d'autres gens, d'autres parents qui vivaient la même chose, savoir ben oui l'évolution, qu'est-ce qu'on pouvait, comment vivaient leurs enfants sur du long terme, parce que quand vous avez un enfant qui n'a que 18 mois. Qu'est-ce qu'il va faire à 5 ans? Qu'est-ce qu'il va en faire? Puis est-ce qu'il va tenir jusqu'à 5? Est-ce qu'on vit jusqu'à 10? Est-ce qu'on vit jusqu'à 15? Moi, tout ça, voilà, c'est des questions que je me suis posées. Et qu'est-ce qu'on vous a dit, justement? On ne vous dit pas tout ça. On ne peut pas vous dire parce que on ne sait pas. Personne ne sait. Il y en a qui vont vivre jusqu'à 20 ans et puis il y en a d'autres qui vont partir avant. Voilà. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de savoir que je risque de survivre à ma fille. Voilà. Excusez. Vas-y, Lucie. Allez, ça va aller. Ah bah, nous réconforte. Il y a des malades atteints de POAC qui sont en subocclusion régulièrement, qui ont des douleurs digestives très très importantes. Voilà, on va dire que nous, dans notre malheur, on a la chance, elle n'a pas ces douleurs-là, elle n'a pas ces souffrances-là. Mais c'est aujourd'hui, moi demain, peut-être qu'elle en aura. Ça, par contre, c'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, je dis tout le temps, quand on me dit « mais demain », je dis ben, « moi, demain, j'en sais rien. Voilà. Moi, c'est demain, on verra. Moi, demain, je suis peut-être à l'hôpital parce que ce soir, elle fera 42 fièvres. Quoi. Voilà. Mais ça, moi, je ne peux pas le prédire. Je n'ai pas de boule de cristal. Cette maladie fait qu'elle a besoin d'une nutrition artificielle. Sans cette nutrition, elle ne pourrait pas vivre. Mais ce n'est pas un traitement, ça ne la guérit pas. C'est une survie. C'est ce qui fait qu'elle peut être là. La poche, en fait, elle me sert à manger. Et en fait, il y a plein de vitamines dedans. Et en plus, je peux manger, je peux grandir. Je peux... Même si je peux pas l'avoir, qu'est-ce que je ferais? Olivia, Nicolas, c'est très émouvant cette petite Audrey qui réconforte sa maman. C'est souvent le cas dans le cas des maladies orphelines, Nicolas? Je ne saurais pas vite dire. C'est vrai que je suis très émue parce que je viens d'entendre, il y a tellement de sujets, mine de rien, qui ont été abordés. La présence parentale, parce que cette maman, on a bien entendu, elle peut demain avoir besoin d'aller à l'hôpital en permanence. Ça, c'est des choses qui sont très mal prises en charge aujourd'hui et qui rendent en plus le vécu qu'on pourrait arranger particulièrement difficile. Et la Fédération des maladies orphelines, on s'engage énormément pour lutter et obtenir au moins cette qualité de vie autour de l'enfant, le statut de l'aidant. C'est ce qu'on a vu là, cette intervention d'Audrey, qui a une petite fille qui est pleine de vie, qui va réconforter sa maman. Ça aussi, vous le voyez souvent, vous, en consultation parce que les parents peuvent s'effondrer lors de l'annonce d'une maladie orpheline. Oui. Moi, c'est vrai que je suis toujours très impressionnée par les enfants. Bon, je trouve qu'effectivement, moi, j'en côtoie énormément dans ma profession et je suis toujours fascinée par leurs ressources intérieures qui sont parfois au-delà de celles de leurs parents, oui. Et les parents eux-mêmes sont aussi très impressionnants, moi, je trouve, dans ce type de pathologie, notamment, où ils ont... Ce qui me touche beaucoup, très lourd, malgré l'aspect qu'on voit d'Audrey, qui a l'air d'une petite fille en bonne santé, très souriante. C'est une maladie extrêmement lourde qu'elle vit. Exactement, mais ça, c'est fréquent, je dirais, finalement, dans ces maladies rares, de voir que finalement, c'est globalement des gens qu'on voit dans la rue, probablement, ils sont bien portants, mais qui s'accommodent finalement de leur... et comme elle dit, on a de la chance dans notre malheur, bon, bah, oui, d'une certaine manière.
rebondit, quoi. Non, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette urgence à vivre dans l'instant qu'on a tous. On s'interdit de projeter, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Même quand l'annonce du diagnostic est faite, parce que vous disiez tout à l'heure justement que l'annonce du diagnostic vous permettait de faire des projets, même à court terme, mais d'en faire. Et là, vous dites que finalement, vous vivez dans l'instant présent et peu dans l'avenir. Dans une certaine mesure, parce que chaque malade est quand même un peu idiosyncrasique, unique. Donc on ne sait pas encore forcément la forme de la maladie, la sévérité, quelle atteinte. Donc on connaît plus ou moins le panel d'atteintes possibles. Voilà. Mais pas de pronostic possible, comme on dit en médecine. Voilà. Là, dans le cas d'Audrey, elle a eu son premier symptôme à l'âge de 1 mois. Le diagnostic a été porté à 18 mois. On nous demande si les maladies orphelines sont toujours détectées à la naissance. Et même, moi, pour revenir sur l'histoire d'Audrey, est-ce qu'on arrive à faire des diagnostics très très tôt, à 1 mois, 2 mois, où effectivement il faut ce laps de temps quand même? On arrive à faire des diagnostics très tôt, notamment quand il y a d'autres cas dans la famille, ce qui évidemment nous oriente. On est plus vigilant d'une certaine façon. Mais pour répondre à votre autre question, c'est vrai qu'on a des maladies qui se révèlent beaucoup plus tardivement, même dans des formes familiales où parfois il y a des maladies qui s'expriment avec des degrés de sévérité variables d'une personne à l'autre. Et parfois même des patients qui ne se plaignent de rien, chez qui, parce qu'il y a un enfant malade, on va découvrir chez le papa qu'il est atteint. Et là, ça peut créer des drames familiaux. Tout se voit, je crois. On me demande pourquoi le dépistage de la mucoviscidose pendant la grossesse n'est pas systématique. Ça dépasse mes compétences, très honnêtement. C'est recherché de façon systématique dans le test qu'on appelle le Guthrie à la naissance, qui est fait dans les 3 premiers jours de vie. Pourquoi c'est pas fait en anténatal? Ça me paraît trop ambitieux comme recherche, d'un point de vue aussi. Je crois qu'il ne faut pas oublier. Et puis que pourquoi faire? Parce que la finalité du dépistage anténatal, en général, c'est pour avoir une interruption après, que proposer médicale de grossesse. C'est pareil, on est en train de s'apercevoir qu'il y a des formes de gravité variables. On ne sait pas aujourd'hui guérir la mucoviscidose. C'est tout le problème de l'anténatal. Je crois que là, ça déborde. Ça fera l'objet d'un allodocteur particulier, Benoît. Atteinte d'une maladie génétique rare, la maladie des os de verre, sont ces enfants qui... enfants et adultes qui se fracturent les os très très facilement. J'étais mieux prise en charge il y a 20 ans. Comment est-ce possible, Olivia Nicolas? Alors aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a des centres de référence, que toutes les maladies sont prises en charge mieux ou moins bien loties. Mais comment ça se fait qu'on est moins bien pris en charge? C'est parce qu'il a plus de 20 ans? Ah, ça, c'est possible. Alors là, vous abordez un angle auquel je n'avais pas pensé. C'est vrai que le passage enfant-adulte dans nos maladies ou dans le système de soins tel qu'il est organisé est très épineux. On espère que ces centres de référence vont contribuer à travailler, à se rapprocher les uns les autres, enfants-adultes. On l'a souhaité comme ça, ils sont labellisés sur, entre autres, ce critère de filière. Maintenant, cette question aurait peut-être mérité d'être un peu plus précise. Est-ce qu'il parlait d'une prise en charge médicale ou une prise en charge sociale? Pour ce qui est de la... Je tends à penser qu'il s'agit de la prise en charge sociale, parce qu'on a vu un laisser-aller ces derniers temps. Le plan maladie rare, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voudrait que ce plan, qu'il y ait un deuxième plan, qu'on aille plus loin. Le plan maladie rare prévoyait des meilleures prises en charge sociales. Et la réalité du terrain, c'est sur laquelle on est appelé tous les jours à la Fédération des maladies orphelines, c'est justement que ça se détériore. Les gens ont beaucoup plus de mal à avoir leurs allocations, à avoir des aides. On ne rentre décidément pas dans les cases. Pour ceux qui ne sont pas spécialisés, le plan maladie rare, il avait été mis en place, enfin prévu par qui? C'était sur une impulsion de Jacques Chirac. Et Philippe Douste-Blazy l'avait mis. Et Xavier Bertrand avait essayé de la mettre en place. Depuis que Nicolas Sarkozy a décidé que la priorité serait la maladie d'Alzheimer, il y a moins de place pour les maladies rares ou pas? Je ne veux pas jouer en opposant les maladies les unes et les autres. Je pense qu'il y aurait de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le plan n'est pas là, concrètement? On est dans la dernière année du plan. On nous dit simplement qu'il n'y aura pas de deuxième plan et il ne nous reste plus que quelques mois pour boucler ce premier plan. Et là, le souci, notre inquiétude majeure, c'est qu'on voit qu'on n'a pas absolument pas concrétisé la plupart des axes qui étaient émis. Donc, par faute de volonté ou par faute d'argent? on sent une baisse de la volonté. C'est ce que vous voulez me faire dire, je le dis très nettement, oui.
Pour revenir juste sur ce passage enfant-adulte, quand vous suivez des enfants atteints de maladies rares non digestives jusqu'à l'âge de 15-16 ans, qu'est-ce qui se passe après? Bon, vous pouvez les garder un petit peu. Après, est-ce que vous avez forcément des correspondants des services qui les prennent en charge adultes ou est-ce qu'il y a vraiment une cassure à ce moment-là? Il y a vraiment une cassure actuellement. On essaye de les suivre le plus tard possible. Il y en a certains qui ont 20 ans. Mais au-delà, quand même, on est obligé de passer la main. Mais bien souvent, on a des réseaux, je dirais, entre guillemets, informels, des connaissances évidemment, mais rien de très formalisé. C'est aussi le but des centres de référence, d'organiser un réseau qui aille au-delà, bien entendu, de 15 ans théoriquement, disons 20 ans. Pour reprendre la main. Et puis moi j'ai envie de rajouter quelque chose à ça, c'est qu'il n'y a pas le réseau mais il n'y a pas les connaissances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un enfant malade, il a 10 ans, je pense que sa maladie, dans son cas, est bien connue des médecins pédiatres qui s'occupent de lui dans le centre de référence, mais il y a une énorme interrogation sur l'âge adulte. Comme ce n'est pas organisé, ils n'ont pas vu les patients, ils ne savent pas quel est leur avenir. Et moi personnellement, sur mon fils, j'ai l'impression de prêcher dans le désert en disant au secours, après 30-40 ans, parce que je suis présidente de l'association, parce que j'en ai vu dans le monde entier, ils vont très mal. Et pour le moment, je ne trouve pas de relais médical qui s'intéresse à ça. Historiquement, nos médecins sont des pédiatres généticiens qui ont un gros focus sur l'enfance. Il se trouve qu'avec les traitements palliatifs, nos enfants maintenant arrivent à l'âge adulte. Et après, voilà. D'accord, il y a un vide pour l'instant. Il y a un vide. Voilà. Je vous propose qu'on retrouve Audrey. Elle vous l'a expliqué tout à l'heure, elle ne peut pas se nourrir, assimiler les aliments naturellement. Elle est donc nourrie artificiellement, un rituel quotidien qui fait partie intégrante de la vie de famille. Karine El-Koubi et Damien Saug l'ont suivi au moment où son infirmière venait lui installer sa perfusion. Le quotidien d'Audrey, aujourd'hui, c'est une nutrition parentérale. Donc, elle est branchée 5 jours par semaine. Une nutrition entérale, qui est une autre nutrition qui est 7 jours sur 7. Elle a des médicaments, elle a des plâtres qu'on lui fait matin et soir, sous forme liquide qu'on lui injecte dans l'estomac. Je coupe? Non. D'habitude, on ne fait pas ça. Tu coupes jamais. Alors là, tu coupes pas non plus. D'accord? Là, tu me regardes. Et puis arrive un moment, c'est toi qui le feras. C'est important pour moi qu'elle participe et qu'elle prenne ses soins, qu'elle les apprenne parce que c'est sa maladie, qu'elle va grandir et qu'un jour, ça sera elle qui devra les pratiquer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Ça va, Miss Audrey? Ouais. T'as pris ton bain? C'est bon, t'es propre? Oui. Je sens bon en plus. Tu sens bon en plus? Ouais. Oh là là, mais je vais sentir ça alors. Voilà. Je fais le service. Voilà, donc ici, donc tout est stérile. Hein. À partir du moment où on travaille sur un cathéter, on doit absolument rester en stérile. Le risque premier, c'est la septicémie. C'est qu'on lui envoie un germe à l'intérieur. C'est une voie directe dans le sang. Et donc, si on envoie un germe, le germe, son sang n'est plus stérile et c'est une septicémie. Et c'est gravissime, hein, on en meurt. Donc, Alors, la poche d'Audrey, c'est une poche de nutrition donc parentérale qui est fabriquée à l'hôpital Robert Debré à la pharmacie en fonction des bilans sanguins d'Audrey qu'on fait tous les mois donc en hôpital de jour. Donc si elle avait un manque quel qu'il soit, on rééquilibrait les poches afin qu'elle n'ait pas de carence. C'est ce qui a permis qu'elle puisse grandir et vivre. Enfin pour moi déjà en premier vivre. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Tu as eu mal? Tu as senti quelque chose? Non, c'est juste froid. Quand elle met la compresse. Ah, si ça fait mal de temps en temps. Quand on enlève le pansement, parce que le pansement il arrache des fois un petit peu la peau, des fois ça saignote un petit peu. Un petit peu, ouais. T'es courageuse. Ouais, Très courageuse. Très courageuse. Alors juste une petite définition, vous avez entendu parler de nutrition parentérale et de nutrition entérale. Parentérale, donc ça va, c'est ce qu'on a vu, ça va directement dans le sang. Entérale, c'est parce qu'Audrey a un petit orifice qui mène directement l'alimentation dans une stomie qui mène directement dans le tube digestif et on mixe les deux. Alors, docteur Crétol, quand on voit là, effectivement, on la voit surtout courageuse. Pour l'instant, ce sont ses parents qui assistent l'infirmière. Est-ce que ces enfants, dans ce genre de pathologie, se prennent en charge tôt pour arriver à faire certains gestes eux-mêmes? Oui, ils y arrivent. Hein. Nous, par exemple, en chirurgie digestive, on a des enfants qui sont amenés à devoir se sonder ou ils arrivent à le faire vers 6-7 ans. On demande beaucoup, hein, et c'est obligatoire. Ils le font volontiers? C'est important pour eux de décharger, de pouvoir être un petit peu plus autonome?
Oui, ça dépend. Je dirais que ça dépend de catégories. Il y en a certains qui, au contraire, c'est un moment où c'est difficile et ils ont tendance à rejeter la maladie, et d'autres, au contraire, qu'il faut volontiers. Je crois qu'il y a deux. Ça, c'est après. C'est variable en fonction des enfants, mais ils le font. Et puis après, finalement, effectivement, c'est l'occasion aussi de prendre en charge complètement sa maladie et de s'autonomiser aussi vis-à-vis de ça. On a beaucoup de questions sur l'aide sociale, on va dire. Je vous en cite 3. Ayant un syndrome de Gitelman, j'ai du mal à travailler, à gérer mon travail, plus ma maladie, où trouver de l'aide, demande Angela qui a 35 ans. Quelqu'un d'autre nous dit, je suis atteinte de la malformation d'Arnold Chiari, je suis en arrêt maladie. Quels sont mes droits si je ne peux plus retravailler? Et enfin, une dernière personne qui nous dit, je suis atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os. Est-ce qu'il peut être reconnu par la cotorep? Et comment? Alors on ne va pas détailler toutes ces informations. Arnold Chiari, c'est un problème au niveau du tronc cérébral. Et l'air dans l'os, ça entraîne des paralysies terribles. C'est une maladie rhumatologique, je crois, c'est ça? Tissu élastique. Tissu élastique, bon. Voilà, alors problème social. On revient à cette question-là, c'est-à-dire que, bon, on fait avec le fait que la médecine est impuissante dans certains domaines. Ça encore, bon, c'est pas agréable, vous êtes dans une maladie qu'on ne peut pas soigner, malgré le scientisme ambiant, c'est déjà un choc. Mais alors quand derrière vous avez droit à des aides mais que vous n'y avez pas accès ou que c'est difficile et que là on est sur des choses tout à fait arrangeables, là c'est un sentiment d'indignation, d'autant plus que l'énergie devrait déjà être auprès de l'enfant comme on l'a vu et que là on trouve des parents qui vont de tribunaux administratifs en tribunaux administratifs qui vous disent mais je me retrouve au tribunal alors que moi qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il faut une énergie folle tout le temps. Alors concrètement, bon, on a un service social par exemple avec des assistantes sociales à la Fédération des maladies orphelines où on aide sur ce genre de cas, on finance des avocats quand on sent que c'est le seul moyen. On ne peut pas le faire pour tout le monde encore, à moins qu'il y ait beaucoup de dons suite à votre émission, mais ce n'est pas le but. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va s'aggravant. Alors, c'est plus la cotorep, vous parliez de la cotorep, c'est les MDPH, maintenant les maisons départementales du handicap. Il n'y a rien qui est prévu alors qu'il y a un plan maladie rare en direction vers elle. Et c'est pour ces raisons-là qu'on se mobilise. Il y a une pétition sur le site de la Fédération. Rejoignez-nous, signez-la. Et on espère pouvoir arranger toutes ces choses-là qui sont juste indignes d'un pays comme le nôtre. Alors, je vais vous donner les références de la Fédération des maladies orphelines que vous présidez, Olivia. www.maladie-orpheline.fr. Alors, vous disiez que ce n'était pas le but d'obtenir des dons. Il faut. C'est très important parce que vous constatez bien, pour tous ces parents, il y a besoin d'aide, notamment sociale. Il faut de l'argent pour ça. Également, pour les parents concernés, la base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins, qui est le www.orpha.net. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci de votre invitation. Benoît, vous avez un appel à témoins. Un appel à témoins, oui. Vous savez, nous vous proposons plusieurs fois par an Enquête de santé, des émissions spéciales sur des grands thèmes de santé publique. Et pour une prochaine enquête de santé consacrée à la dépression, nous recherchons plusieurs témoignages. Tout d'abord, celui d'une personne acceptant de raconter la survenue brutale de sa dépression. Nous recherchons aussi des personnes dépressives ayant mal vécu leur hospitalisation. Et puis, malheureusement, la dépression entraîne de nombreuses tentatives de suicide. Là aussi, nous avons besoin de vos témoignages. Merci de nous appeler au 01 46 10 30 74. Demain, Benoît. Demain, nous parlerons... Eh bien, j'ai un trou de mémoire, figurez-vous. Nous parlerons des trous de mémoire voilà. De Benoît. Voilà, je ne sais pas si vous aider parce que je ne sais plus. Peut-être me dire dans l'oreille. Attention, vous avez une seconde. Eh bien, vous le saurez demain lors d'une prochaine émission, voilà. 13h40 en direct sur France 5. Merci. Très bon après-midi, à demain, au revoir.